regardez ces images. On revient sur cette opération militaire sans précédent lancée cette nuit par Pékin, l'encerclement de l'île de Taïwan à l'aide d'un dispositif militaire impressionnant, une façon de défier les États-Unis déjà engagés sur deux fronts, le Proche-Orient et l'Ukraine, à quelques jours de l'élection présidentielle. On accueille Arnaud Vollerin. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Libération et spécialiste de Taïwan, auteur de Taïwan, la présidence et la guerre. Mais d'abord, écoutons Pékin, message délivré au peuple de Taïwan, mais également aux alliés de l'île. L'indépendance de Taïwan et la paix dans le détroit de Taïwan sont parfaitement incompatibles. Les provocations des forces indépendantistes feront l'objet de ripostes. La Chine s'est toujours engagée à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Donc, si vous vous préoccupez de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, la première chose à faire est de vous opposer à l'indépendance de Taïwan. Alors, on écoutera le président taïwanais, cette déclaration également qui a mis le feu aux poudres la semaine dernière. Mais Arnaud Vollerin, est-ce que cette fois, il faut prendre les Chinois au sérieux? Est-ce que ce déploiement de force, cet encerclement de l'île ne doit rien au hasard? Le message est multiple, c'est-à-dire sans nous, il n'y aura pas de paix dans la région. Oui, tout à fait. Ce sont des opérations d'ampleur. Vous l'avez souligné dans votre présentation, elles sont réelles. Il s'agit de la 4e opération d'ampleur déployée par l'armée populaire de libération depuis 2 ans. On se souvient du voyage de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, qui avait suscité déjà une forte réaction de Pékin. Ça s'est reproduit en 2023, ça s'est reproduit également en 2024, quand William Lai, le nouveau président qui a succédé à la présidente Tsai Ing-wen, a pris le pouvoir. Il avait fait déjà un discours pour réaffirmer la souveraineté de Taïwan. Et c'est à nouveau un discours qui a suscité cette opération qui a démarré ce matin dans le détroit de Taïwan. Enfin, c'est plus d'ailleurs que le détroit. Et c'est d'ailleurs en ça que c'est assez inquiétant, puisque cette opération est en fait une tentative, une répétition, j'allais dire, d'un encerclement de l'île. Et si on superpose tous les terrains qui ont été occupés depuis toutes ces opérations depuis 2 ans, eh bien on se rend compte effectivement que ça dessine un cercle qui encercle, qui enferme l'île de Taïwan. Et c'est une opération donc vraiment d'ampleur. Vous restez avec nous, Arnaud Vollerin, bien évidemment, et Bourdillon, parce que c'est ça aussi. À chaque opération, ce qu'on ne voit pas ou peu, c'est que Pékin gagne du terrain. Et là, et ça a été revendiqué, c'est un blocus qui était tenté. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est une des opérations les plus amples par le nombre de navires et d'avions. Le fait qu'elle soit à la fois des opérations à l'ouest, à l'est, au nord et au sud n'est pas tout à fait sans précédent. Il y avait déjà eu des manœuvres de ce type-là il y a quelques mois, mais là, ce qui est nouveau, c'est que le communiqué assume entraînement à blocus. Donc ça, maintenant, Pékin met clairement cette option sur la table, et elle est très dangereuse parce que c'est une alternative crédible à l'invasion pure et simple qui, d'une part, serait très difficile. Les stratèges pensent qu'elle pourrait échouer, et puis qui, en plus, aurait des ripostes économiques massives, probablement, et nécessiterait des mois et des mois de préparation. Tandis qu'un blocus, finalement, il suffit de déployer des navires dans les quelques semaines, ça pourrait être, c'est le cran en dessous de la guerre. Alors évidemment, l'inconvénient pour la Chine, et heureusement qu'il y en a quand même un, c'est que c'est pas la guerre, c'est pour faire tomber Taïwan comme un fruit mûr, parce que Taïwan, si les navires ne peuvent plus l'approvisionner, elle n'a pas de ressources pour tenir. Cela dit, c'est un acte de guerre quand même. Donc du coup, peut-être que les États-Unis entrent dans la danse, parce que tout simplement, le statut de grande puissance est en jeu. C'est-à-dire que s'ils laissent tomber Taïwan, le taulier du Pacifique, de la moitié de l'humanité, c'est la Chine, ce n'est plus les États-Unis. Donc là, ce qui est nouveau ce matin, c'est que Pékin assume le mot blocus, qui laisse présager peut-être dans une période, par exemple, ce qu'on appelle le lame duck presidency, c'est-à-dire quand, après le 5 novembre, Joe Biden sera un président dont le mandat s'arrête 3 mois plus tard, quelle sera sa légitimité pour éventuellement tenir tête, intervenir face à une puissance nucléaire? Général, oui, je vous laisse la parole, Magali. Général, juste tactiquement et techniquement, on le disait à chaque fois que Pékin tente quelque chose sur Taïwan, il récupère des petits morceaux de terre, d'îles. Et quand on regarde une carte de façon très précise, autour de Taïwan, il y a une multitude d'îles qui peuvent servir de base in fine pour un blocus. Oui, tout à fait. Mais enfin, dès lors que ce sont des terres appartenant officiellement quand même à Taïwan, ce serait un acte de guerre, finalement, indirectement, de mettre... Oui, mais peut-être pas assez, vous voyez, dans l'idée pour provoquer une intervention militaire américaine.
C'est-à-dire qu'aux yeux de la communauté internationale, l'île de Taïwan n'est pas vraiment attaquée, comme le disait Yves, mais voilà. Non, mais on peut dire qu'il y a un maillage de Pékin tout autour. Oui, mais la question se posera non pas, je dirais, du point de vue de Taïwan, mais du point de vue américain. Est-ce que je fais quelque chose ou je ne fais rien ? Si je ne fais rien, c'est que j'accepte que petit à petit, Taïwan se fasse grignoter. Si je fais quelque chose, et c'est le risque que prendraient les Chinois, on est dans le cadre d'une guerre localisée de toute façon entre la Chine et les États-Unis. Et puis pour revenir à cette histoire de blocus, cet exercice à nouveau tenté, effectivement, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier parce qu'en fait, à chaque fois, les Chinois continentaux apprennent quelque chose sur les défenses de Taïwan. C'est aussi un moyen par les avions... Ça sert aussi de repérer la façon dont l'ennemi voit et tente d'intervenir. Il y a ça, il y a aussi identifier les fréquences des radars qui contrôlent les avions chinois. C'est effectivement cartographier peut-être mieux les fonds marins autour de Taïwan. C'est en fait, et puis un jour, à la 3e ou 4e provocation, je dirais entre guillemets, de Taipei, et bien un jour cet exercice n'en sera plus un. C'est-à-dire qu'au titre de l'exercice, on sera tous habitués. Et bien à un moment donné, les forces seront là pour tenter leur chance, éventuellement, dans un conflit armé. Et c'est pour ça que tout ça, ces entraînements, il y a le mot entraînement dedans. Ça veut dire on reconnaît le terrain d'une manière plus ou moins pacifique. Alors effectivement, je crois que l'entraînement est terminé au bout de 3 heures, mais peu importe. Il y a des essais qui ont été faits, il y a des choses qui ont été vues. C'est les enseignements que les stratèges chinois continentaux vont retenir, et ça va leur permettre de peaufiner en quelque sorte leur plan éventuel d'invasion de Taïwan, mais sur des informations reçues au fur et à mesure. Donc il faut vraiment prendre ces exercices au sérieux. Et la seule question, effectivement, que feraient les Américains dans ce cadre-là. Et on revient aux microprocesseurs, qui effectivement, c'est pour ça qu'il y a relocalisation, notamment aux États-Unis, relocalisation en Europe. Il y a beaucoup de sociétés, effectivement, qui partent de Taïwan pour être mais Taïwan veut préserver sa main-d'œuvre et ses compétences dans ce qui est de plus perfectionné. Donc voilà, donc il y a aussi un jeu économique derrière. Quand il n'y aurait plus rien à sauver, c'est sûr que le sort de Taïwan sera plutôt précaire. Magali, on suit ça de près à la Maison-Blanche, mais quelle Maison-Blanche ? Yves le disait, dans quelques jours... ça sera peut-être fini, de toute façon, de l'administration Biden. Et comme le disait Yves, il y a une période qui est absolument cruciale après la présidentielle jusqu'à l'investiture suivante. Et dans une note, un ancien d'ailleurs de l'armée américaine spécialisé sur le Pacifique avait alerté, d'ailleurs ça avait fait les gros titres de la presse américaine, sur cette période extrêmement clé où en fait on est potentiellement, si on était vers une victoire de Trump, dans un espèce de flou où la nouvelle administration est en train de se mettre en place et la précédente n'est déjà plus véritablement aux manettes. Donc c'est quand même une période qui dure donc entre novembre et janvier, et c'est vraiment une période à haut risque, à très haut risque. Et c'est vrai que ça pourrait être un moment où c'est vrai que la Chine pourrait tenter davantage quelque chose parce qu'il y a une espèce de flou à la Maison-Blanche sur l'administration qui est en place. Mais c'est vrai que cette relocalisation des usines, ça c'est Joe Biden même qui a commencé à le faire. Parce qu'en effet, les entreprises américaines sont extrêmement dépendantes de ces semi-conducteurs qui sont produits à Taïwan. Et donc, quand même, il y a... faudrait pas que ça tombe entre les mains des Chinois. Oui. Arnaud Vautrin, cette opération de Pékin, au-delà, ce test également des Américains, comme le disait Magali, c'est quelque chose qui peut se multiplier ou, comme le disait le général Chauvency, un jour on va se réveiller, on va nous parler d'exercice et l'exercice n'en sera plus un. Oui, ça fait partie des scénarios les plus crédibles. En tout cas, on doute beaucoup d'une opération classique d'intervention avec frappe de missiles et une invasion de l'île, puisque la géographie de l'île est très compliquée pour un débarquement de forces en nombre. Donc effectivement, à l'occasion d'un exercice, on peut assez rapidement, c'est ce que disent les stratèges, on peut très vite basculer d'un exercice à une opération de blocus. C'est le scénario le plus crédible, et effectivement là l'île de Taïwan tomberait comme un fruit mûr, ça c'est une évidence. Alors je voudrais juste qu'on écoute le président, et Yves, je vous laisse la parole après. C'est selon Pékin ce discours qui aurait tout déclenché. En tant que président, ma mission est de veiller à ce que notre nation perdure et progresse et d'unir les 23 millions d'habitants de Taïwan. Je maintiendrai aussi l'engagement de résister à l'annexion ou l'empiètement de notre souveraineté. Que peuvent faire, Yves, les Taïwanais ?
Se préparer à se défendre, ce qui est déjà un chantier considérable, parce que jusqu'à très récemment, le service militaire à Taïwan était une blague. Donc il y a beaucoup de travail à faire en armement, notamment de missiles pour abattre des navires qui les attaqueraient, et puis s'assurer que leurs alliés américains iraient à leur secours, ce qui n'est pas garanti, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même... Vous êtes sceptique sur le fait que les Américains puissent... Non. Parce que l'enjeu est trop énorme. Sur le plan géopolitique, ils perdraient tout leur statut de puissance mondiale depuis 1945. Et ils laisseraient tout le Pacifique, c'est-à-dire quand même la moitié de l'humanité la plus dynamique, sous le contrôle de Pékin. C'est-à-dire que tous les pays verraient, dans la région, verraient que le patron, désormais, le nouveau caïd en ville, c'est Pékin, c'est plus les États-Unis. Donc les États-Unis devraient y aller. Simplement, militairement, c'est quand même compliqué. Alors justement, il y a plusieurs scénarios. On ne va pas se projeter sur une invasion, parce que, en plus, il faudrait des mois et des mois de préparatifs que l'on verrait à l'avance. Déjà, Pékin devrait rapatrier ses actifs financiers pour éviter une saisie, comme la Russie l'a vécu. Il faudrait monter en puissance en production d'obus, de riz. Bon. En revanche, il y a deux scénarios qui sont l'annexion des îles taïwanaises qui sont très près du rivage et donc impossibles à défendre. C'est-à-dire que l'avantage pour Pékin, ça serait un acte de guerre sur le plan juridique, mais les États-Unis ne pourraient pas aller... Parce que c'est trop petit, et dans ce cas-là... c'est à 4 km du rivage. Donc, oui, mais on peut armer ces îles, en fait. Enfin, Pékin peut décider d'y mettre des hommes, d'y mettre... C'est impossible à reprendre pour Taïwan comme pour les États-Unis. Si c'est perdu, c'est perdu. Voilà. Et puis en plus, c'est loin. C'est-à-dire que le problème pour les États-Unis, je parle sous votre contrôle, c'est qu'il y a des lignes de communication qui sont de plusieurs milliers de kilomètres entre les bases avancées. Il faut des porte-avions qui sont vulnérables aux missiles, ce qu'on appelle les carrier killers de Pékin. Donc ce scénario-là, il serait gagnant pour Pékin. Et puis le deuxième, c'est le blocus. Et alors là, peut-être qu'on va le vivre dans quelques mois, j'espère que non, mais là, il y a quelque chose qui prend la responsabilité du premier tir. C'est-à-dire que Pékin peut très bien faire un blocus pour empêcher les navires internationaux d'arriver à Taïwan. Est-ce que Taïwan riposte ? Et les navires arriveront sous escorte américaine. Et qui tire le premier ou se dégonfle. On va parler de l'accident, parce que cette région est une véritable poudrière et en cas de confrontation entre les Chinois et les Américains, certains spécialistes parlent même de nucléaire. Alors, de nucléaire, bien évidemment, il ne s'agit pas d'embraser la région, mais de nucléaire tactique. Arnaud Vollerin, vous vouliez réagir ? Oui, revenir effectivement sur ce scénario du blocus, puisque les autorités de Taïwan se préparent beaucoup à ça. Ça, c'est réel depuis 2 ans. Et la guerre en Ukraine, d'ailleurs, a joué beaucoup dans cette préparation, puisqu'on a vu que les autorités avaient regardé d'une manière très inquiète l'avancée très rapide au départ des troupes russes en Ukraine. Elles se sont dit que le parallèle était facile à établir avec ce qui pourrait se passer avec les Chinois intervenant à Taïwan. Donc il y a une vraie préparation de l'île, notamment au sein de la population civile. Et les autorités se sont lancées effectivement dans ce projet de défendre leur territoire. Mais évidemment, le déséquilibre des forces est tel qu'ils doivent compter bien évidemment sur l'aide américaine qui pour eux est fondamentale. D'où l'importance pour eux de la réélection, en quelque sorte, d'un démocrate à la Maison-Blanche, puisque l'élection de Donald Trump pourrait constituer une totale surprise et une totale incertitude pour l'avenir de l'île, en fait. On va parler de la guerre qui pourrait être déclenchée entre les Américains et la Chine, mais je voulais qu'on écoute Anthony Blinken. C'était la semaine dernière, et déjà, il mettait en garde Pékin. Écoutez-le. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne le discours prononcé le 10 octobre, qui est un exercice régulier, la Chine ne devrait en aucun cas s'en servir comme prétexte à des actions provocatrices. Au contraire, nous voulons renforcer, comme de nombreux autres pays, l'impératif de préserver le statu quo et le fait qu'aucune des parties ne prenne des mesures susceptibles de le compromettre. Et en guise de message reçu de Pékin, eh bien, cette opération sans précédent déclenchée cette nuit. Comme quoi, on finit par se demander si l'administration Biden pèse encore. Général, si jamais il y avait une confrontation, est-ce qu'elle serait directe entre les Américains et les Chinois ? Est-ce que l'on peut imaginer, on le disait, une guerre navale et pourquoi pas une guerre nucléaire entre bâtiments ? Alors d'abord, il y a l'aspect guerre navale. Je reviens toujours à cet exemple historique entre la Russie et le Japon de 1905, détroit de Tsushima,
où finalement le Japon a vaincu l'armada russe, et avec le slogan « c'est la fin de l'emprise de l'homme blanc sur l'Asie ». Et c'était une vraie bataille, uniquement entre militaires, qui a rétabli une situation géopolitique complètement différente. Alors vous allez me dire que l'histoire ne se répète pas. Néanmoins, on revient... Ça dépend. Et là, effectivement, de part et d'autre, on a d'abord la principale flotte du monde en termes de capacité, ce sont les Américains, avec quand même 11 porte-avions, ce qui fait en gros 80 avions sur chaque bâtiment, quand même, ils ne sont pas tous là, d'accord. Et l'autre côté, quand même, la Chine, qui produit année après année l'équivalent de, je crois, de la France et la Grande-Bretagne en termes de tonnage militaire, et qui accroît sa force. Elle est déjà à son 3e porte-avions, même s'il n'y en a que 2 récents, et le 4e est en cours de fabrication. Donc on voit bien qu'il y a une volonté du côté chinois de créer une marine continentale, océanique, capable de se déployer loin, déjà pour commencer. Et il y a déjà eu des expériences, notamment l'évacuation des ressortissants d'Afrique du Nord il y a quelques années. Donc il y a la mise en place de cette force, effectivement. Et effectivement, la guerre, navale est une probabilité qui éviterait de recourir au nucléaire. Maintenant, j'avais évoqué plusieurs fois sur ce plateau, mais c'est uniquement une idée. Un groupe aéronaval, c'est quand même... il n'est pas au milieu des populations, il n'est pas au milieu des terres. Et vous parlez du nucléaire tactique. Eh bien, une arme nucléaire tactique frappant un groupe aéronaval qui prend 10-15 navires, dont 1 ou 2 porte-avions, l'effet serait dévastateur et ça coulerait une flotte du jour au lendemain. Je ne sais pas si c'est réalisable militairement parlant. Néanmoins, vous parlez... Ou est-ce qu'un pays prendrait la responsabilité de le faire parce que... On est dans le débat depuis 30 mois avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire à quel moment il y aura un risque réel et non pas uniquement supposé de l'emploi d'une arme nucléaire qui va changer les données de la bataille. Et je reviens à la situation, je dirais, géographique, qui est maritime en l'occurrence, dès lors que c'est uniquement entre militaires. Est-ce qu'à un moment donné, on se dirait, après tout, est-ce qu'entre militaires, l'arme nucléaire peut être employée ou pas, à la différence de l'Ukraine, où quand même ça concerne énormément de population civile, et puis un continent très fortement peuplé. Là, ça serait en mer libre, en quelque sorte. Et je dirais qu'effectivement, il y a un risque, alors je ne mets pas le risque en niveau P1, priorité 1, mais on ne peut pas l'évacuer, parce qu'à un moment donné, peut-être que les Chinois ne seraient pas en mesure de gagner face aux Américains. Ce n'est pas les Américains qui tireraient le premier, mais peut-être qu'à un moment donné, s'ils perdaient, les Chinois, ils seraient peut-être obligés de le faire. Et dans ce contexte, et je voudrais avoir votre opinion à tous les 4, l'incident. Il y a trop de manœuvres, il y a trop de bâtiments, il y a trop d'avions. Est-ce qu'il pourrait y avoir l'incident qui déclencherait cette guerre ou cette confrontation ? Il y a une exploitation. On l'a frôlé ? On l'a frôlé en 1962, lors du fameux face-à-face entre l'Union soviétique et les États-Unis, où la légende veut même qu'un navire, un sous-marin soviétique avait failli tirer un missile nucléaire tactique pour se dégager. Alors évidemment, l'accident est possible sur le conventionnel comme sur le nucléaire. Cela dit, le risque nucléaire que vous évoquiez me semble quand même assez faible, parce qu'il y a le tabou de Nagasaki, c'est-à-dire que depuis Nagasaki, on n'a jamais utilisé d'armes nucléaires, et que ça serait une responsabilité terrible, ne serait-ce que si jamais... Et vous pensez que Pékin ne prendrait pas cette... S'il détruit un groupe naval avec une arme nucléaire, il peut s'en prendre une autre en riposte. Donc il rentre dans l'escalade nucléaire que tout le monde essaie d'éviter. Je donne juste un exemple. C'est que normalement, le nucléaire dissuade le nucléaire, grosso modo. Ça, on le constate. Et les puissances nucléaires... Ça fait 3 ans qu'on le vit dans un autre conflit, celui de l'Ukraine. Oui, il n'y a pas d'armes nucléaires qui ont été engagées. Et normalement, les puissances nucléaires évitent de s'affronter. Il y a un seul contre-exemple où tout le monde est resté au conventionnel, qui est assez peu connu, c'est 1969, où la Chine communiste a fait la guerre à l'URSS pour une obscure île dans l'Extrême-Orient. Et tout le monde avait des armes nucléaires. Et pourtant, il y a eu 30 000 morts. Et les deux puissances se sont mis d'accord pour en rester là. Et la guerre s'est arrêtée au bout de 3 mois.